Alors, je vais vous parler d'une expérience que je mène depuis à peu près 3 ans. Enfin, c'est un master qui a évolué, où j'applique l'approche par projet différenciée, totalement à distance. Alors, d'abord, le contexte institutionnel. D'abord, c'est le Master 2 Ecosim de... Oula, c'est la pollution. Du Master 2 Ecosim de l'Université Sorbonne Nouvelle. Alors, ce Master est un héritage du Master EGEM qui avait démarré en 2014-2015 et qui a été transformé à partir de 2019 en Master Ecosim avec 3 sous-parcours. Un premier dédié surtout à la communication digitale, un deuxième qui est l'héritage du Master EGEM, qui est plutôt l'orientation e-learning, et un troisième très récent qui justifie d'ailleurs ce changement d'orientation, qui est la gestion de données, le sous-parcours gestion de données, qui est prioritairement dédié aux étudiants à profil autistique. Et donc là, on a vraiment un public d'étudiants relativement particulier et des dispositifs d'ailleurs d'encadrement et d'accompagnement qui le sont tout autant. Alors le cours d'approche didactique, il y a donc un tronc commun, et puis le cours d'approche didactique est obligatoire. Nous n'avons pas le bon écran. J'arrête mon partage. Je vais repartager. Voilà. Ça va, c'est bon là? Ça va? Ok. Merci, oui. C'est l'intérêt d'avoir quelqu'un d'autre sur Zoom parce que... Oui, je vais refaire. Oui, mais ça ira vite. Alors, donc, je suis au début, donc il n'y a pas de souci. Donc, le contexte institutionnel, c'est donc ce Master 2 professionnalisant et à distance, et qui est donc composé de un tronc commun, bien sûr, et 3 sous-parcours. Le troisième sous-parcours est assez particulier puisque, dès le départ, il est dédié aux étudiants à profil autistique. Donc, le profil des étudiants de ce master est très, très hétérogène. D'abord parce qu'il est majoritairement à distance. Il y a des périodes de rassemblement prévues, mais qui sont aussi en commodal. Et donc, très grosse hétérogénéité, tant de l'origine des étudiants, origine en termes de nationalité, géographique bien sûr, que culturelle, et aussi de niveau par rapport à la vie professionnelle, puisqu'il y a une part d'étudiants qui sont déjà dans le milieu professionnel, d'autres qui sortent de M1, d'un M1 dans différents domaines, souvent ceux de communication d'ailleurs continuent le M2 à Sorbonne Nouvelle, et d'autres qui viennent totalement d'universités différentes. Et ce master est également en alternance. Donc là, on joue vraiment sur le côté professionnalisant, puisqu'ils sont en alternance la moitié de la semaine. Alors, hop, Enter, si je vais bien. Je prends celui-là. Voilà. Alors, la conception pédagogique de ce cours de didactique. D'abord, depuis le début, du fait qu'ils sont en alternance, je me dis donner un cours hyper traditionnel avec une série de données théoriques. Bon, d'abord, comme il a été dit précisément et précédemment, c'est pas trop ça qu'ils cherchent. Donc, j'ai directement embrayé, déjà en Master EGEM, j'ai embrayé sur l'approche par projet individuel, à savoir que chaque étudiant me propose un projet ou propose un projet qui est d'ailleurs diffusé aux autres, et c'est sur base de ce projet individuel que l'étudiant va pouvoir suivre le cours, va pouvoir utiliser le cours. Deuxième grosse particularité, ce cours est composé, comme on le verra tout à l'heure, de 8 modules. J'ai conçu 8 modules, et en fonction du nombre d'heures dont il dispose, ici c'est 21 heures, il choisit sur les 8 modules, 3 modules qui sont les plus à même à les aider dans l'évolution de leur projet et l'analyse de leur projet. Donc, ils ont un choix libre à l'intérieur du cours. Ensuite, je privilégie au maximum l'évaluation formative, donc avec énormément de feedback, d'accord, et l'évaluation finale, certificative, parce que je suis bien obligé d'en faire une, elle passe par le e-portfolio. Alors, la structure du cours.
La voici. Donc, nous utilisons la plateforme Moodle, qui est une plateforme dont une partie est vraiment dédiée uniquement à l'enseignement à distance sur ce mode Moodle, puisqu'il y a deux plateformes, une pour les cours en guillemets en présentiel ou présentiel enrichi, et l'autre pour le tout à distance. Alors, la structure du cours, comme vous le voyez ici, et je vais détailler un peu pas toutes les parties, mais en tous les cas les gros blocs. Une partie introduction, qui est pour moi la plus importante, qui est aussi celle qui perturbe le plus les étudiants. Ensuite, vous avez les 8 modules, une analyse de besoins, un style d'apprentissage, concept, théorie didactique et pédagogique, les objectifs, développement de compétences et une réalisation pédagogique, ou stratégie de communication, puisque pour chaque module, il y a les deux volets. Il y a le volet communication et le volet e-learning, donc enseignement à distance, l'accessibilité et l'inclusivité, et puis autre gros module qui pour eux est aussi un peu, pour moi très important et pour eux un peu compliqué, c'est la partie dynamique et portfolio. Alors, le déroulement du cours en lui-même. Voilà. Théoriquement, c'est un cours qui est semestrialisé, qui se déroule durant le premier semestre, c'est-à-dire fin des inscriptions au 15 octobre jusqu'à fin janvier. Je dis théoriquement semestrialisé parce que j'ai l'avantage, ou on a l'avantage, je ne sais pas si c'est typique, d'avoir une fausse semestrialisation, ce qui permet éventuellement aux étudiants, on parlait de délai tout à l'heure, de timing, de balises rigides. Ici, ça permet également, éventuellement, pour les étudiants qui ont des difficultés, soit déjà à l'inscription, soit par la suite, de pouvoir déborder de ce semestre. En tous les cas, dans le cadre de mon cours, je ne sais pas si les autres collègues le font. Le planning est assez souple, c'est-à-dire des balises ou des dates butoirs qui sont très clairement mises dans le calendrier qui est publié dès le début de l'année, mais pour lesquelles il n'y a pas d'obligation de suivre ces dates butoirs. Donc, chaque étudiant, il a une ligne de conduite, ils ont chacun une ligne de conduite. En fonction des projets, les dates sont parfois peut-être un peu courtes. Pour d'autres, ils peuvent les bypasser, ils peuvent aller un peu plus vite. Donc, je laisse une certaine souplesse pour peu qu'ils justifient quand ils débordent d'un délai. Bon, ils m'interpellent, ils me disent, bon, ok, je sais pas, j'ai dit, c'est pas grave, qu'as-tu besoin, comment puis-je t'aider? Et à ce moment-là, on redonne une nouvelle balise pour qu'il y ait un minimum de responsabilisation de l'étudiant et éviter évidemment à tout prix la procrastination qui est assez typique et qui est d'ailleurs un des gros problèmes, comme tout le monde le sait, de l'enseignement à distance, surtout quand c'est totalement à distance. Alors, j'utilise évidemment énormément le suivi des données de Moodle pour essayer de voir quand il y a vraiment un réel décrochage. Quand à un moment donné, au bout de 3 ou 4 appels par messagerie ou par Zoom ou par visioconférence, je vois qu'un étudiant, ça ne va pas comme ça devrait. Là, à ce moment-là, les données Moodle me permettent d'aller voir quelle activité il a été faire, s'il est venu régulièrement sur la plateforme ou y a-t-il un trou de présence sur la plateforme, même si être présent sur la plateforme ne veut pas tout dire, tout le monde le sait bien, on peut aller pousser sur le bouton et puis partir boire un verre. Donc là, on sait, je connais ces limites-là, mais enfin, ça permet quand même d'avoir un certain rigueur, un certain regard que je suis les données 2 fois par semaine. Comme ça, je suis sûr qu'au moins de petits dérapages, je peux intervenir directement auprès de l'étudiant de manière bienveillante pour voir un peu ce qui se passe, comprendre ses problèmes et tenter de l'aider dans la mesure du possible. Et pour tous, systématiquement, j'envoie un message tous les lundis, parce que je sais que le lundi, mardi, normalement, ils ne sont pas dans leur lieu de stage d'apprentissage. Donc, le lundi matin, je leur envoie un message qui fait un petit peu la synthèse de toutes les activités que j'ai pu constater, tout ce qui m'a été envoyé la semaine précédente, et qui permet d'ouvrir l'activité ou la semaine suivante. Les modules, en général, parcourent entre 15 jours et 3 semaines, ça dépend un petit peu du modèle théorique abordé et des grilles d'analyse qu'ils ont à utiliser. Ouais. Alors, l'introduction, je vous en parlais tout à l'heure. Pourquoi je la mets disruptive? Parce que c'est vraiment un énorme problème pour eux. Manifestement, je change totalement leurs habitudes. D'abord, il y a la distance. Je crois que s'ils s'inscrivent à distance, c'est qu'ils sont motivés pour le faire. Donc, en théorie, il doit y avoir une motivation interne relativement assez forte
quoique. Donc, dans ce cadre-là, je mets là, plutôt que de laisser 15 jours comme la majorité des modules, là, je laisse 3 bonnes semaines. Et durant ces 3 semaines, tout au début, donc quand ils débarquent dans le cours, ils ont une présentation personnelle, ils se présentent un peu, qui ils sont, quelles études ils ont fait antérieurement, comme ça, moi, ça permet d'un peu mieux les connaître, un peu un exercice brise-glace. Alors, cette présentation est ouverte à tous les autres étudiants. J'utilise le simple outil glossaire de Moodle qui permet justement d'avoir ce partage et que chacun des autres étudiants puisse voir un peu finalement, puisque au début, ils ne se rendent compte quand même que peu, qui est avec eux et quels sont les projets d'un chacun. Parfois même, c'est arrivé il y a 2 ans d'ici, 2 étudiants ont découvert qu'ils avaient des projets fort similaires et je leur ai permis de travailler ce projet-là qui permettait d'avoir à ce moment-là un projet de plus grande ampleur, de travailler sur un seul et unique projet c'est un développement e-learning à ce moment-là. Donc, présentation personnelle avec aussi leurs attentes par rapport au cours. Souvent, ce sont des attentes de connaissances. J'aimerais mieux connaître la communication numérique, j'aimerais mieux être plus à l'aise dans. En général, leurs attentes sont assez basiques. Ensuite, décrire leur projet. Et là, c'est là que je rentre les difficultés, parce que la plupart découvrent à peine leur milieu de stage dans lequel ils vont être en alternance. D'autres n'y sont pas encore. Donc, je leur dis, ben, vous n'avez pas de projet directement parce que vous n'êtes pas encore lié à votre alternance. Mais vous pouvez inventer un projet. Vous avez sûrement des projets. Si vous avez choisi telle ou telle discipline, c'est que vous avez eu en tête une idée de professionnaliser. Vous êtes en M2, je considère comme des professionnels, plus comme des étudiants. Donc, vous avez quand même peut-être une vision de professionnel et donc un projet que, après ces études-ci, vous désiriez mettre en œuvre, qu'il soit réel ou rêvé. Avancer, ça vous permettra déjà de vous faire un peu les dents sans prendre de gros risques. Ensuite, à partir du projet, en général, là, ça prend à peu près 15 jours, certains parfois un peu plus, ils choisissent les 3 modules sur les 8 qui semblent être le plus à même de les aider à faire évoluer le projet. Alors, pour les aider à choisir ces modules, il y a systématiquement une vidéo de 4 ou 5 minutes grand maximum, chapitrée, commentée avec les points importants. J'utilise H5P qui est intégré à Moodle, qui permet d'enrichir ces vidéos, qui leur permettent de comprendre dès à présent le concept qui est abordé dans le module et voir un peu si ce module va pouvoir les aider dans l'évolution de leur projet ou dans le mûrissement ou l'enrichissement du projet ou carrément la construction. Donc, ils choisissent 3 modules. Ces 3 modules, bah, c'est l'outil choix de groupe que j'utilise pour cela, de nouveau dans Moodle, pour éviter d'entrer et sortir par d'autres utilisations. Et lorsque tous les choix sont faits, ensuite déterminer l'outil d'e-portfolio. Je le démarre dès le début, parce que dans ma première vidéo de présentation, puisque je me présente au départ dans l'introduction, j'avais oublié par une vidéo que je construis chaque année différente, où j'insiste assez bien sur le volet réflexif, sur le volet e-portfolio. Et donc, ils ont aussi une vidéo courte d'un collègue québécois, Tardif, pour ne pas le citer, qui explicite assez bien un peu la portée du portfolio. Et donc, et en relation avec les compétences également, bien sûr. Et donc, à partir de là, ils choisissent l'outil qu'ils veulent. Moi, je leur propose 2 ou 3 outils. Il y en a qui ont déjà l'habitude de WordPress, ben, ils utilisent WordPress, d'autres utilisent d'autres outils. À sans bonne nouvelle, on n'a pas Mahara qui est attaché à Moodle, donc bon, j'ai mon propre serveur, mais j'évite de les faire venir sur un serveur autre que celui de l'université. Et donc, j'utilisais aussi, mais malheureusement, il ferme cette année, l'outil EduPortfolio de Thierry Carcenti. Mais malheureusement, le projet se termine, donc ceux de cette année n'ont pas pu en bénéficier. Donc, j'ai utilisé l'outil Exabis Portfolio de Moodle qui a un lien avec l'Europass. Donc, c'est un pis-aller, puisque le gros problème d'utiliser des outils internes à Moodle, c'est que quand ils auront terminé leurs études, bah, l'outil Portfolio, ils n'ont plus. Et par définition, l'outil Portfolio, c'est un outil pour l'évolution tout au long de sa vie. Donc là, j'ai été un peu coincé cette année et c'est trop tard que je m'en suis rendu compte. Mais bon, la majorité des portfolios sont quand même sur soit Wix, bon, c'est pas trop fait pour, soit WordPress, et certains ont utilisé finalement le portfolio de Moodle.
qui peuvent quand même exporter, mais après ça, ils sont quand même un petit peu coincés, malheureusement. Voilà, un petit peu donc disruptif, vous comprendrez que ça change un petit peu de leurs habitudes, puisqu'ils viennent avec des attentes qui sont celles d'apprendre des choses de manière un peu, on parlait de mémorisation là tout à l'heure, je voudrais bien en savoir plus sur. Bon, le cours dépasse franchement ça, puisque dès le départ, ils doivent me proposer des choses à partir desquelles moi je vais agir et sur lesquelles je vais pouvoir les aider. Le contenu de chaque module, bon là aussi, du fait que dans le troisième parcours, normalement il n'y a pas le cours de didactique. Mais chaque année, hormis cette année, chaque année, plusieurs étudiants font la demande de pouvoir participer au cours de didactique du numérique. Donc j'accueille également, là pour eux il n'y a pas d'obligation, j'accueille systématiquement 3 ou 4 étudiants à profil autistique. Cette année je n'en ai pas, je ne sais pas pourquoi, bon ça vient. Ce sera peut-être bon l'année prochaine. Et donc là, à ce moment-là, tous les modules sont ajustés pour qu'ils soient facilement accessibles aux étudiants à profil autistique. Donc, avec systématiquement donc, MP3, les vidéos avec le texte à côté, des structures où l'implicite n'a vraiment pas droit de citer, tout doit être hyper explicité, très clair, très schématisé. Les ressources pédagogiques qui existent sont également relativement adaptées. D'abord, elles sont adaptées pour l'e-learning et pour la communication, puisque j'ai fatalement, je dois jongler avec les deux approches à l'intérieur de chaque module. Et il n'y a pas de séparation au départ. Volontairement, j'ai mis les deux groupes ensemble. Et en fonction d'eux, ça permet des échanges beaucoup plus riches d'ailleurs, et aussi une plus grande ouverture dans certains projets. Et donc, ils ont systématiquement les objectifs opérationnels. Donc là, je suis resté très scolaire et j'ai gardé la taxonomie de Bloom. Et chaque module, il y a les objectifs. Et aussi souvent, malheureusement, il n'y a pas de date tâche. Il y a le référentiel de compétences n'est pas mis en route au niveau physique, informatique sur Moodle Sorbonne Nouvelle. Donc là, je suis un peu coincé. Donc je leur déclare de manière un peu descendante les compétences que je souhaite développer au travers de tel ou tel module. Donc chaque module a ses objectifs pédagogiques et les compétences que je désire au travers de ce module développer chez eux. Alors les ressources pédagogiques, elles sont initiales parce qu'ils ont toujours la possibilité de me proposer soit une grille d'analyse qu'ils ont découverte, soit d'eux-mêmes, soit de leur vie professionnelle, soit du milieu de stage. Il y a à chaque fois les ressources pédagogiques constituées d'un modèle théorique auquel s'attachent systématiquement des grilles d'analyse, soit des grilles que j'ai créées, qui permettent d'analyser un projet à la lumière du développement, enfin du modèle théorique, soit des grilles qui viennent bien sûr de la littérature, parce que c'est pas ça qui manque. Un descriptif hyper précis et les consignes de l'activité qui est attendue. L'activité, c'est quasi systématiquement une analyse de leur projet à la lumière du modèle théorique et donc des grilles ou des modèles d'analyse qui sont proposés. Un espace d'échange, donc chat et forum, et la possibilité, mais à la demande uniquement, de visioconférence. Donc, quand il y a une demande d'une visioconférence, souvent c'est pour des problèmes plus d'organisation. J'envoie un Framadate, ils choisissent la date à laquelle ils désirent la visioconférence et on l'organise. Ou alors, et là par contre, j'utilise, sauf cette année, j'utilise un outil de communication professionnelle Slack. Et là, ils peuvent, via une messagerie automatique professionnelle, ils peuvent me contacter en ligne directe, sans passer par Moodle. Et là, c'est une proposition. Ils ne sont même pas obligés de s'y inscrire. Mais l'avantage, c'est qu'évidemment, pour moi, c'est plus facile sur mon smartphone d'avoir directement leur connexion, puisque moi, je suis sur Slack pour d'autres occupations. Alors, un espace de délivrable, puisque chaque fois, ils ont un livret, il n'y a pas de QCM, il n'y a rien de tout ça. Avant, c'était vrai, mais j'ai abandonné ce genre de choses. Et ils déposent leur analyse sur l'espace devoir de Moodle. Alors, et systématiquement, comment j'évalue les modules? Je reviens en arrière là, excusez-moi. Je mise majoritairement sur évaluation continue formative, à savoir chaque devoir rentré,
je les commande, je les transforme d'abord en PDF lorsqu'ils ne sont pas en PDF. Ça peut arriver, il n'y a pas d'obligation pour eux, donc ils ont le choix aussi de la manière. J'ai parfois des X-Mind, donc des cartes conceptuelles, j'ai un peu de tout. Pour moi, plus facilement à inclure mes commentaires, je les transforme systématiquement en PDF, comme ça je n'ai pas 36 outils à gérer. Et depuis, c'est plus facile pour moi lors des relectures. Et j'apporte des vignettes de commentaires et de commentaires pour chaque point d'analyse et un commentaire conclusif à la fin du travail. Je redépose avec, au début, je n'utilisais pas de barème. Moi, personnellement, si c'est formatif, il n'y a pas besoin de barème. Les commentaires, en théorie, sont largement suffisants. Mais depuis 2 ans, il y a 2 ans, j'ai eu un vent de contestation. Ils voulaient vraiment des points. J'ai dit, bon, pas question. Je vous ai expliqué dans ma vidéo d'introduction que je ne mettais pas de points. Vous avez des commentaires, à vous revoir dans quelle mesure ça correspond à ce que vous imaginiez ou pas. Je ne mets pas de points. Bon, je me suis fait avoir, désolé. Et à moitié en tous les cas, j'ai pris tout simplement le barème lettré CTS, où A, ça correspond à ce qui était attendu malgré l'une ou l'autre petite erreur, le B, le C, jusqu'au E, au F. Là, les 3 derniers, je les ai supprimés et je ne garde que les 3 premiers. D'accord. Et donc, maintenant, je mets A. Il n'y a pas de A plus, de A moins, parce que, ah oui, mais c'est A plus ou A moins. Non, c'est A, B, C, point à la ligne. D'accord. Et donc, et celui qui cherche vraiment, je dis, relis ce que je t'ai mis. J'ai pris beaucoup de temps à te le mettre. Tu vas là, si tu veux améliorer ta note, tu sais bien que tu peux me représenter le travail, en avoir recorrigé, ou en tous les cas amélioré sur base des commentaires que je t'ai faits. Et donc, ils ont toujours la possibilité, autant de fois qu'ils veulent, d'améliorer le travail. D'accord. Alors, et systématiquement, là, c'était vraiment c'est une bagarre de tous les jours. Systématiquement, à chaque travail, je leur dis, bon, maintenant, je vous propose, dès la fin du travail, quand vous m'avez remis sur base des éventuelles corrections, de mettre un petit peu, sur base de la grille que je leur donne dès le départ, qu'on verra tout à l'heure, un peu ton évolution, ton processus par lequel tu as les difficultés que tu as eues, comment tu les as solutionnées, quelles sont les questions qui ont émergé, puisqu'en général, quand on solutionne une chose, on rouvre la boîte de Pandore et 10 questions reviennent en plus, pour les obliger aussi à se poser des questions, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, je le suggère systématiquement à l'issue de chaque module de compléter progressivement le portfolio, puisqu'un portfolio, quand elle fait, comme c'était la toute première année, ils font ça au dernier moment, au mois de janvier, quand savent qu'ils doivent remplir le portfolio, ils vous font un truc bien fait, vite fait. Comment vous rappeler 3 ou 4 mois avant, quelles difficultés vous avez eues, les choses se sont accumulées et donc les difficultés sur le moment, vous avez à un moment donné, elles sont noyées dans le reste et puis elles se solutionnent parfois par hasard, parfois volontairement, parfois par une mise en œuvre d'un processus bien particulier. Et donc, quand on fait un portfolio tardivement, ça ressemble plus à une description d'une belle journée à la mer où tout est beau, tout est joli. J'ai trouvé toutes les solutions. Et puis, ah oui, quelle question j'ai encore? On ne sait pas, on l'invente parce que, bon, on doit faire ça à la va-vite. Et donc là, maintenant, j'insiste vraiment à compléter le portfolio au fur et à mesure de l'avancement du travail. De plus, avec la grille qu'ils ont maintenant, ils ont de moins en moins de choix de passer outre de cela. Donc on en vient, l'évaluation finale. Alors on est sur le dilemme qui est toujours d'ailleurs bien débattu, jusqu'à quel moment l'accompagnement et l'évaluation se percutent, parce qu'ils savent quand même bien qu'à un moment donné, je vais mettre des points. J'ai pas le choix. Bon, ça ne m'amuse pas, mais enfin bon, voilà. Et donc, il y a un moment, le problème est plus pour moi que pour eux, globalement. Donc, je pense qu'il y a énormément d'ouverture, je les accompagne au maximum et je pense que c'est la grille critériée qui permet d'avoir un maximum d'objectivité sur un produit qui est pourtant ouvert à toutes les subjectivités. Il n'y a rien de plus subjectif qu'un portfolio. Donc moi, je ne les juge pas sur les questions qui se posent et ainsi de suite, mais sur la manière, sur la profondeur à laquelle ils ont fouillé les choses, plus qu'autre chose. Et éventuellement, l'évolution, bien sûr, de leur projet.
Alors évidemment, il y a un accompagnement méthodologique durant tout le cours, bien sûr, et l'utilisation de la grille critériée méthodologique par rapport au portfolio, bien sûr. Et toujours possibilité, ils l'ont rentré ici mi-janvier, et je vais relancer certains qui n'avaient pas encore trop bien compris, et ils ont la possibilité de nouveau de l'améliorer une deuxième fois. Là, par contre, je ne laisse pas ça de manière indéfinie. Voilà, moi c'est un peu là, je suppose que le PowerPoint sera diffusé plus largement. La grille critériée que j'utilise, donc il y a systématiquement sur cette grille, le travail a-t-il rentré ou pas? Parce qu'il y en a qui, quand même, pour différentes raisons, le nombre est peu important, mais il y en a quand même qui décrochent, parce qu'il n'y a pas qu'un cours de didactique, ils ont quand même 40, 40 heures d'un tronc commun, enfin moins 21 heures. Donc il y en a quand même qui, à un moment donné, décrochent malgré tout, malheureusement. Donc, est-ce que le travail était rentré? Est-il présent? Les commentaires, ben, je remets, moi, le A, le B, le C, et puis je fais une petite synthèse du commentaire. De toute façon, ils peuvent y retourner puisque le cours reste ouvert jusqu'à début juillet. Ensuite, l'analyse réflexive par rapport au projet, par rapport à comment m'y suis-je pris et qu'est-ce que j'ai appris, l'apprentissage personnel, les difficultés que j'ai rencontrées et comment les ai-je solutionnées, et les questions qui ont malgré tout, qui sont présentes, qui restent présentes à l'issue de l'analyse du projet et ainsi de suite. Et donc cela, donc systématiquement, ben, est-ce présent ou pas? Donc moi, ça fait partie de la note. Et puis je mets un commentaire, plus un commentaire conclusif à l'issue du portfolio. Alors, en conclusion, je pense que même tout est perfectible, chaque année je change d'ailleurs. Je pense que l'approche par projet personnel, ça les perturbe énormément, mais je maintiens, je continue. Je pense que, et plusieurs me disent par après, dans les évaluations anonymes que je refais par après, après avoir subi cette difficulté-là et être passé outre, la plupart m'en remercient. Donc, forcer vraiment dans ce sens-là, surtout pour ceux qui ne sont pas encore en apprentissage. Il y en a qui ils s'inscrivent théoriquement au 15 octobre, ils entrent en apprentissage quand tout va bien début novembre, alors que moi, à ce moment-là, ben, on est déjà à la fin de la phase introductive, ils ne sont pas encore nécessairement allés dans l'entreprise. Donc là, pour certains, c'est un peu difficile, d'accord. Le choix individuel de modules, ben là, ça donne une plus grande souplesse pour eux, puisqu'ils choisissent en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. L'accompagnement tutoral que j'effectue en tous les cas 2 fois par semaine, je suis sur la plateforme et je suis l'ensemble, plus à la demande via Slack. Et puis le mode d'évaluation qui permet vraiment de différencier les choses. C'est à la fois différencié, mais c'est ouvert à tous. Hormis les évaluations des travaux et l'évaluation du portfolio, tout le reste est ouvert à tous les autres étudiants. Donc, bien sûr, les forums, sinon ça ne servira à rien, d'accord. Slack pour ceux qui s'y inscrivent, et bien sûr, tout le glossaire Moodle avec les présentations et les commentaires que je fais des présentations et les choix de modules. Accessible et inclusive, ben, avec le Subparcours 3, j'ai pas là, il faut bien y passer, vous n'avez pas le choix, sinon vous les perdez. D'accord. D'ailleurs, là, moi, j'ai appris énormément de choses. Enfin, le Centre de Nouvelles participe d'ailleurs au projet de Toulouse à Spi Friendly, qui est vraiment un projet très intéressant. Et là, ça donne quand même pas mal de pistes pour accompagner ces étudiants, dont certains, je retrouve d'ailleurs régulièrement sur LinkedIn, qui ont des évolutions assez phénoménales et à la limite assez impressionnantes, non pas du fait de leurs problèmes, mais de ce à quoi ils sont arrivés à surmonter et dans quel milieu professionnel ils arrivent franchement à faire des étincelles, comme on dit chez nous en Belgique. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Voilà, j'allais le dire. Voilà, Merci beaucoup. J'ai une question, mais une vraie question cette fois-ci. Oui. Est-ce que vous êtes... alors, votre démarche pédagogique est superbe, je pense que c'est exemplaire, mais je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que vraiment, je le pense. Et ma question, c'était, est-ce que dans l'équipe pédagogique de votre Master 2, vous êtes tous comme ça ou vous êtes le seul?
Là maintenant, ben, moi je suis en retraite depuis 3 ans. Je sais bien que le portfolio au départ a été lancé lors du master EGEM, donc là on était quand même plusieurs à travailler dessus. Là maintenant ça semble un peu se perdre et pour le moment ben, je navigue un petit peu seul. Bon, je communique bien sûr, hein, ça c'est clair, mais au-delà de ça, je ne sais pas très bien. J'ai demandé qu'on ait une approche programme, mais ça semble être un peu compliqué. Parce que sans ça, une approche programme permettrait justement d'ouvrir et de voir un peu qui fait quoi. Bon, en regardant évidemment les synthèses de mes collègues, je sais que certains modules, je les raccourcis puisqu'ils ont quand même un cours pour le domaine e-learning, ils ont un cours de scénarisation pédagogique. Mais comme moi, je cumule à la fois la scénarisation pédagogique et les stratégies de communication, de façon le module est valable pour les deux. Donc là, je ne saurais pas répondre à votre question, malheureusement. Mais j'ai une ingénieure pédagogique que j'ai vue là tout à l'heure qui pourra peut-être Les me étudiants répondre. ne vous le disent pas, c'est bien ce qu'on fait avec vous, c'est dommage que ce ne soit pas fait comme Ah, ça. non, c'est le genre de questions que je ne pose pas. Donc voilà, j'essaie de rester dans le cadre du cours et de plus, ça ne fera pas avancer beaucoup le schmilblick. Tant qu'on n'a pas une approche programme, je pense que là, enfin bon, j'ai essayé à plusieurs reprises. J'y est arrivé dans mon autre institution en Belgique, mais ici en France, j'y suis jamais arrivé. Donc voilà. Oui. Après les questions, nous passerons à la Je pause. regarde s'il n'y en a pas d'autres. Merci beaucoup pour cette présentation. Et moi aussi, enfin, c'est vraiment, on a l'impression que tout ce dont on a parlé, ce qu'on a trouvé pour nos étudiants, vous le faites dans votre cours. J'ai changé mon PowerPoint juste après. Pour que ça colle. On est sur les mêmes auteurs, je sais, en plus, donc à mon avis. Mais ma question vraiment pratique, c'était combien d'étudiants est-ce que vous avez? Une vingtaine cette année, ils sont 19, je pense. Ça varie entre 15 et 20. Et est-ce que vous arrivez à les faire interagir entre eux? Vous avez parlé beaucoup de ce que vous leur donnez, de feedback individuel et tout ça. Est-ce qu'ils se connaissent et travaillent ensemble? Oui, je pense qu'ils se connaissent. Par les forums, jusqu'il y a 2 ans, il y avait énormément d'interactions. Mais à mon avis, c'est comme jadis quand j'étais jeune, ils ont à mon avis leur propre canaux et ils contactent parce que quand ils s'expriment ou quand certains travaux arrivent, je me rends compte qu'il y a eu des échanges en termes de compréhension des grilles d'analyse, et ainsi de suite. Et là, par la bande, indirectement, je me rends compte qu'ils communiquent pas mal entre eux. De plus, pour certains d'entre eux, si mes souvenirs sont bons, il y a des rassemblements en présentiel ou en comodal prévus par le directeur du master, le gestionnaire du master, tous les lundis. Et donc, et a priori aussi, et surtout évidemment pour les étudiants sur parcours 3, pour qui visioconférence, c'est très difficile pour eux. Voilà. Autre question? Non? J'étais trop clair. Décrochage dans mon cours cette année-ci sur les 19, j'en ai 2 qui sont en décrochage. Un pour d'ailleurs des difficultés d'inscription. Il s'est inscrit au 1er décembre. Donc, est-ce du fait du cours ou est-ce dans la globalité où j'ai un échange avec lui, mais manifestement, il était vraiment dépassé par les événements dès le départ, parce qu'il avait trop de choses à avoir. De plus, il y a des cours qui sont vraiment semestrialisés. Donc, à ce moment-là, j'ai une étudiante qui n'a pas su suivre les délais proposés et elle est en train de terminer là, pour le moment son 3e module et va commencer à remplir son portfolio. Donc, l'avantage de pouvoir déborder de la date butoir de fin janvier. Donc, chaque année, oui. Donc, décrochage. Sur ce cours-là, je ne sais pas vous le dire, donc je rejoins un peu la question qui a été posée là tout à l'heure. Il faudrait que j'investigue pour savoir si c'est décrochage uniquement au cours ou à l'ensemble des cours du master. Là, et je peux poser la question.
Alors, j'ai vu que... Autre question là, ça? Oui, et puis je... Oui, alors, cette démarche, du temps, ben, le temps que je veux bien y mettre. Donc maintenant, j'en ai évidemment beaucoup, mais du temps, j'étais directeur de Sapiens, j'en avais pas beaucoup et je prenais autant de temps. Donc, je me connecte 2 fois par semaine et c'est le temps des corrections. Il y a beaucoup de corrections, évidemment. Donc là, fatalement, et en général, ils améliorent une fois leur travail parce que c'est pour eux aussi beaucoup de travail. Donc, ils ne vont pas faire ça indéfiniment. Donc là, en général, il y a une recorrection pour à peu près 1/3 des étudiants par module, pas plus. Et le portfolio, en général, cette année, il y aura sur les 19 qui ont présenté, il y en a 3 qui, à mon avis, auraient vraiment besoin de le retravailler. Et donc là, je le recorrigerai. C'est surtout ça qui prend du temps, c'est ce suivi-là de correction, d'échange, plus que les échanges avec eux, plus bien sûr le temps, puisqu'il y a des ressources qui sont rénovées chaque année, refaire des vidéos de présentation chaque année. C'est surtout l'enrichissement H5P. H5P, c'est génial, il est facile, mais si on veut faire ça convenablement, ça prend énormément de temps. C'est surtout ça que... Et là, maintenant, comme j'ai le temps, je le fais beaucoup plus rapidement qu'antérieurement, où là, bon, ben, je faisais ça comme si je préparais un autre cours, quoi. Voilà, voilà. Alors, avec des licences, oui et non, c'est l'approche projet. Je sais qu'il y a des, je ne vais pas parler d'autres disciplines, dont la médecine, entre autres à Maastricht, ou les ingénieurs, qui dès la première année démarrent par une approche projet. Donc, mais ça, de nouveau, on rentre dans la question qui a été posée tout à l'heure. Si on n'a pas une approche projet, une approche programme, c'est impossible à mettre sur pied au niveau institutionnel. Donc, pour moi, en licence, oui, ça peut tout à fait, dans le cadre de TD, ça s'y prête totalement. Même d'un cours magistral, pourquoi pas, même si institutionnellement en France, le cours magistral ne peut pas être ça, je pense que ça pourrait être transformé, ça. Personne n'en fera la publicité, que du contraire. Alors, trop présent? Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Non. Non, non, je ne fais pas de pression, que du contraire. Moi, je travaille surtout à la demande, ou quand, évidemment, je vois que le travail est rentré, manifestement, on a quand même une certaine expérience, a été fait sur le coin d'une table, parce qu'il y avait d'autres échéances. Donc, là, j'ai dit, ben, a priori, tu ne sembles pas avoir trop de temps, donc bienveillance d'abord, et en général, tout se solutionne par ce biais-là. Donc, jamais coercitif, ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne fait pas avancer. Moi, je mise au maximum sur la motivation interne, pas la motivation externe. C'est pour ça que c'est un peu à mon corps défendant que j'ai mis des barèmes. Sinon, je ne les aurais pas mis. Alors, du coup, je voulais poser une question d'ingénieur pédagogique. C'était sur la stratégie autour de l'usage de Slack. Donc, comment en fait vous accompagnez la prise en main de cet outil-là qui n'est pas forcément toujours très connu. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai utilisé beaucoup avec un public en formation pour adultes. Et c'est un outil qu'on connaissait assez mal. Et puis, l'autre question, du coup, je profite de l'enrichissement autour de H5P pour vous reprendre une question qui est aussi Oui, à l'écran. oui. Voilà, c'était du coup, quelles activités H5P vous utilisez? Donc, d'une part sur Slack, et d'autre part sur H5P. Merci. Alors pour Slack, j'utilise prioritairement pour un outil qu'on n'a pas, en tous les cas pas à ma connaissance, ou modèle en tous les cas qui n'est pas installé, à savoir la messagerie et l'organisation. Entre un étudiant, ça reste plutôt pour une communication individuelle pour lequel je suis mis au courant le plus rapidement possible. C'est plutôt cela. J'utilise, au départ, j'utilisais pour mes étudiants kazakhstanais à Almaty, où là, du fait de la distance encore plus grande, et aussi le problème de langue, ça leur permettait de jongler entre le cyrillique et puis notre alphabet romain. Et donc là, je l'ai utilisé beaucoup dans ce cadre-là. Puis je me suis dit, pourquoi pas avec Sorbonne Nouvelle, même si j'ai Moodle. Donc là, de toute façon, c'est un outil professionnel, de communication professionnelle. Je ne choisis pas autre chose. Et donc, j'utilise ça dans ce cadre-là. Et dans les limites de la messagerie automatique instantanée, plus le classement de certains dossiers. Et donc, je crée un groupe et s'inscrit qui veut. D'accord? Et donc, et quand ce sont des
comment vais-je dire, des conversations, des échanges qui sont sur un point qui peut intéresser tout le monde, je fais un copie-colle et je le transpose sur le forum de Moodle où là, je sais que tout le monde y est, puisqu'il n'y a pas d'obligation de venir sur Slack. Cette année-ci, je n'ai pas ouvert parce que j'avais assez avec Moodle. Voilà. Alors H5P, comme ce sont surtout les vidéos introductives, je ne mets pas d'activité pour ces vidéos introductives. Je mets des points de repère, des vignettes sur les points clés et le chapitrage, c'est hyper important. Même sur 5 minutes, le chapitrage est essentiel. D'accord. En plus, les vidéos, bon, quand c'est l'introduction que je fais, ben là, c'est assez facile, puisque c'est une introduction où là, j'ai 3 parties. C'est en partie le contenu, là, le portfolio, et puis le principe du planning. Je mise surtout là-dessus, et sur le fait que je m'adresse à des professionnels et pas des étudiants. Ça, pour moi, vous êtes en M2, vous êtes des professionnels. Donc là, ça marque tout de suite un petit peu la manière dont je vais m'adresser à eux. D'accord. Et au niveau des autres vidéos, je n'ai pas d'autres vidéos. Je n'utilise que cela, puisque le reste, ce sont des modèles théoriques. Et le problème à vidéo, bon, sous-titrage, c'est bien, mais il faut ensuite que je traduise ça en texte. Là, à ce moment-là, on perd le bénéfice de l'activité pour ceux qui n'ont pas la possibilité, pour des raisons d'accessibilité, de profiter pleinement de la vidéo. Et donc là, j'ai minimisé. Au début, je mettais des QCM et un tas de trucs. Et comme je suis sur des modules plutôt de production, je me suis dit, je rentre à un niveau du QCM, c'est de toute façon pas le niveau taxonomique que j'attends et que j'ai déclaré au niveau de mon module, donc j'arrête. Voilà. Oui. Oui. Oui, merci. Moi, je me pose la question du modèle de contrôle des connaissances, qui est un dispositif certificatif avec des allers-retours formatifs. Je me pose la question, du niveau de résultat de l'ensemble des étudiants, et puis par rapport à ça, le positionnement des restes de l'équipe enseignante du master. Comment est-ce qu'ils voient cette modalité de contrôle des connaissances? La deuxième question, je donne la même réponse que pour la première. Bon, avant, elle existait, puisque le portfolio, dans l'ancienne version du master, le portfolio faisait même l'objet d'un cours. Bon, là maintenant, donc c'est déjà un peu dans l'esprit de l'ensemble des enseignants du master. Je sais que d'autres continuent à l'utiliser. Ça, c'est une chose. Et dans la manière d'approche, là, je n'en sais rien. Je ne sais pas répondre à... Moi, je rentre des points qui sont liés, évidemment, puisque la dernière évaluation du portfolio, là, n'est plus... Je ne peux plus la lettrer, bien sûr. D'accord. Je suis obligé de la mesurer en points. Et donc là, je mets des points. L'étudiant a tel point sur autant, pour telle raison, puisque la grille, certes, la grille de critères est là pour lui expliciter. Il y en a ici pour le moment qui tournent aux alentours des... J'en ai 3 ou 4 à 13 sur 20. Ils ont la possibilité de l'améliorer. Bon, rien n'est jamais parfait, moi comme tous les autres. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils peuvent le refaire une seconde fois qu'ils vont nécessairement y arriver. Et donc, j'ai des points avec une normalité gaussienne habituelle, malheureusement ou heureusement. Parce que normalement, l'idéal, ce serait la courbe en J. Mais bon, voilà, on peut toujours la rêver. Oui, j'ai des étudiants qui sont... Il faut dire, ceux qui sont en milieu professionnel, systématiquement, désolé, ils sortent du haut. Ils ont déjà une expérience, une maturité que par rapport à l'étudiant qui sort d'un M1 de n'importe quelle université, qui vient, lui, parce qu'il se dit, j'ai choisi ce M2-là parce que ça me plaît, mais qui n'en sait pas plus. Donc moi, déjà, je les perturbe en les enfonçant dans une vision professionnalisante, sachant pourtant, dès le départ, qu'ils s'inscrivent dans un master ou c'est un master en alternance, donc qui vont être de toute manière confrontés avec le milieu professionnel. Bon, dans les étudiants que j'ai qui sont en milieu professionnel, j'en ai 2 qui sont chez Hachette là pour le moment, j'ai des gens qui sont dans les grosses boîtes entre guillemets et qui ont déjà un background non négligeable. L'année passée, dans une des étudiantes du sur Parcours 3 qui désirait suivre le cours, maintenant, elle est ingénieure pédagogique dans une énorme boîte pour aider les RH à s'approprier les employés à profil autistique. Et donc là, elle publie régulièrement sur LinkedIn. Donc on a vraiment, j'ai quand même des résultats relativement impressionnants. Moi-même, je suis impressionné.